bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le 2e épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. Mon co-animateur Olivier De Scooter est toujours présent. Salut Olivier. Salut Hermano. Notre invité de la semaine, monsieur le professeur Raphaël Vercher. Salut Raphaël. Bonjour à vous. Comment on dit monsieur le professeur? Bonjour monsieur le professeur, c'est ça? Il faut lever la main pour prendre la parole? On n'en est plus à ce genre de formalité, surtout en France. En Allemagne, ils font encore beaucoup ça, s'appeler par le titre. Mais en France, on est un peu plus familier. On n'impose plus aux élèves de nous interpeller par le titre? C'est monsieur ou madame ou... Si, quand même. Moi, surtout monsieur plutôt que madame. Mais... Oui, non, mais bien sûr. Je plaisante, bien sûr. Monsieur Vercher, généralement, ça suffit bien. Mais là, aujourd'hui, on est dans un cadre un peu plus détendu. On est surtout dans un cadre sportif. On va parler philosophie, évidemment, puisque, je le rappelle, s'il y en a qui n'ont pas encore eu l'occasion d'écouter l'épisode d'hier, tu es professeur de philosophie au lycée, mais également sportif, triathlète. Revenons très rapidement sur ta découverte du triathlon. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es jeté dans le bain, pour ainsi dire, puisqu'on commence par la natation, et que tu continues à apprécier ce sport au quotidien? Par l'esprit du défi, comme je le disais, j'ai commencé par le vélo, par la course à pied, et il arrive un moment où on a l'impression d'avoir fait un peu le tour. Donc avant le triathlon, j'ai quand même tâté à des choses comme le marathon. Ça a été des distances sur lesquelles j'étais jamais allé. Et puis après le marathon, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer le triathlon alors que justement j'étais assez mauvais nageur. Le premier triathlon que j'ai fait, c'était un XS. Donc le XS, c'est 250 mètres de natation qui pour mon premier XS se sont plutôt mal passés. J'ai cru vraiment me noyer, vraiment mourir. J'avais commencé en crawl, pourtant j'étais assez confiant, puis j'ai fini, je saurais même pas décrire la nage que j'ai faite. Mais on nage petit chien en essayant de garder la tête hors de l'eau. Quelque chose de ce type, je pense. Il y a des photos assez embarrassantes de moi à ce sujet que je préfère ne pas regarder. Ah, mais on doit illustrer chacun de nos épisodes, donc à la limite, ce serait bien que tu nous en envoies une pour que... J'essaierai de les retrouver, si elles sont pas perdues. Mais en tout cas, ça n'a pas suffi à me dégoûter, puisque après, je me suis dit, justement, c'était ça qui est intéressant, c'était d'essayer de m'améliorer, d'essayer de corriger les fautes que je pouvais faire en crawl, d'essayer de voir comment je pouvais faire pour gérer l'appréhension, parce que c'est ça aussi qui est très particulier avec le triathlon, c'est qu'on nage en eau libre. Et donc on affronte un élément naturel, c'est pas nager en piscine. Et ça, on le sait bien, souvent les triathlètes se chambrent, ils se traitent de nageurs de piscine, enfin en tout cas c'est ce qui se passe dans mon club, et parce qu'il y a des très bons nageurs en piscine qui vont se trouver totalement désemparés une fois qu'ils sont en eau libre. Donc il y a vraiment cet élément de défi finalement face à la nature qui m'a intéressé. Après que j'avais réussi à dompter à peu près convenablement la nage pour m'en sortir sans me noyer, j'ai augmenté les distances et je suis allé jusqu'à l'Ironman. C'est un peu aussi ce qui me semble ce qu'on recherche tous en tant que pratiquant en triathlon. Évidemment, il y a le cas du triathlon olympique, des sportifs qui sont vraiment sur ces disciplines, sur le triathlon court, mais il me semble que même la plupart d'entre elles, un jour dans leur vie, aspirent quand même à essayer de faire au moins une fois la distance mythique de l'Ironman. Donc ça a été un peu la trajectoire qui m'a conduit jusqu'au triathlon et sur laquelle je continue aujourd'hui. Alors hier, on a beaucoup parlé de sport et de philosophie. Donc tu es prof de philosophie. Est-ce que, comme le papa d'Olivier, c'est un autre sujet, mais on a déjà eu l'occasion de l'avoir sur ce podcast, tu es helléniste, c'est-à-dire tu parles grec, tu apprécies les façons de penser grecques. Alors c'est peut-être ton côté philosophe ou je suis peut-être complètement à côté de la plaque, non? J'ai une grande passion pour la philosophie antique. La philosophie, elle naît de toute manière dans l'Antiquité et c'est très difficile, même 25 siècles après, de faire comme si cette pensée n'avait pas existé. Donc on est obligé de s'y replonger parce qu'on se rend compte que certaines voies qui ont été ouvertes par les philosophes de l'Antiquité, finalement, elles continuent d'être explorées aujourd'hui et
que les débats qui ont pu les opposer à l'époque sont toujours actuels dans la plupart des cas. Alors je te posais la question, mais plus par jeu, parce que tu parlais du triathlon olympique. C'est vrai que pour un élitiste, pratiquer un sport olympique, c'est quand même un sacré symbole, non? Ouais, évidemment, hein, ça c'est la consécration pour le triathlon qui a intégré le programme olympique en 2000 à Sydney. En ce sens-là, c'est une épreuve combinée, hein, le triathlon évidemment, qu'on pourrait rapprocher d'autres épreuves combinées qu'on trouve déjà dans le programme olympique, comme notamment le pentathlon moderne qui prend le relais du pentathlon antique, ou comme le décathlon qu'on trouve aussi en athlétisme. Mais il y a quand même des différences très significatives entre tous ces sports combinés et qui rendent le triathlon vraiment atypique. Ouais, comme le faisait remarquer à juste titre l'outil dans un des épisodes précédents qui nous disait à l'époque il n'y avait pas de vélo. Donc oui, effectivement, c'est à la grande différence. Mais c'est vrai que le multisport, finalement, on peut dire d'une certaine manière que l'ancêtre du triathlon est né en Grèce, dans la Grèce antique. Ouais. Elle nous disait aussi qu'en 2004 à Athènes, elle était postée à Athènes et le triathlon n'existait pas encore. Pourtant, il y avait les Jeux Olympiques d'Athènes et notamment le triathlon qui était représenté. Et la fédération de triathlon grec n'était autre que des athlètes du karaté. Bref, c'était pour rappeler un petit peu, recadrer un petit peu sur le triathlon et ses origines olympiques. Raphaël, tu nous as dit que tu es monté jusqu'à l'Ironman en termes de distance. Tu t'es fait plaisir sur quelle course et puis jusqu'où est-ce que tu as été? Est-ce que tu as tenté une qualif pour le Graal du Graal pour Hawaï? Ah, évidemment, ça, Hawaï, on y pense même si on n'est pas capable de le faire, hein, parce que ça représente quand même la quintessence de l'Ironman. Qui lui-même peut être un peu considéré comme l'objectif vers lequel tout le monde s'achemine. Bon, en ce qui me concerne, j'ai peut-être pas les capacités physiques pour le faire. J'ai des temps qui sont peut-être corrects sur marathon. Hein. Enfin, sur marathon sec, je vaux moins de 3 heures, hein, autour de 2h55. En vélo, bon, j'ai plutôt un gabarit de grimpeur, donc les parcours plats m'avantagent pas forcément, mais j'arrive à tourner autour de 5 heures, hein, pour faire les 180 km. Après, voilà, ce qui m'handicape vraiment, c'est la natation. J'ai pas encore trouvé le moyen de vraiment progresser. Et je m'en sors généralement pour les 3 km 8. C'est difficile pour moi de descendre vraiment en dessous d'1h30. Donc là, je vais faire rigoler beaucoup de monde. Mais c'est ça qui me rend modeste, hein, par rapport à des objectifs en termes de performance. Donc finalement, moi, je le prends plus comme un défi personnel. Et je pense que c'est ce qui intéresse la plupart des gens en tout cas dans la distance Ironman. Les gens qui se lancent là-dedans, ce qui les intéresse, c'est essentiellement d'être des finishers, de pouvoir montrer qu'ils ont réussi à le faire. Et chacun va se fixer un objectif à sa mesure. Ça peut être également de montrer qu'on est capable de le faire en étant âgé ou en étant en surpoids ou même en étant père de famille, parce que c'est aussi quelque chose, j'allais dire, qui me handicape. C'est pas gentil pour ma famille. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a tout de suite une vie de famille, c'est plus compliqué de dégager du temps pour s'entraîner et se consacrer au sport à plein temps. Et on sait que pour l'Ironman, c'est des engagements qui demandent beaucoup. Donc chacun va chercher l'objectif qui l'intéresse et montrer qu'il est capable de le faire, hein, et de finir par rapport aux contraintes qu'on se fixe. Bon, en tout cas, si tu trouves la formule magique pour la natation, tu me feras signe parce que je la cherche aussi. On l'a déjà eu. Elle s'appelle Stéphane Leca, directeur de la Fédération française de natation en eau libre. Donc peut-être qu'un jour on tentera des mises en relation avec des gens qui ont des bons conseils. Le mieux que j'ai trouvé pour l'instant, c'est le pull boy ou les palmes, les plaquettes, les choses comme ça. Mais malheureusement, ça reste souvent interdit. Ouais, mais pas dans tous les sports. En swimrun, par exemple, qui est aussi une discipline enchaînée, on a le droit de nager avec le pull boy. Bon, le problème, c'est qu'il faut courir aussi avec le pull boy, mais ça, c'est autre chose. Donc là, tu nous as parlé un petit peu de l'Ironman et de ton point de vue de ce que les gens vont rechercher. Le dépassement de soi, le fait de pouvoir dire je l'ai fait. L'accent est bien mis là-dessus par l'organisation Ironman qui fait les choses à l'américaine très bien. You are an Ironman, you are a finisher. Toi, de ton point de vue de philosophe, au-delà du point de vue de sportif, mais de ton point de vue de philosophe et de sportif, qu'est-ce que tu vas rechercher dans cette quête de terminer un Ironman? Alors là, évidemment, les motivations, elles vont être multiples.
en fonction des individus. Et c'est il y a une hésitation permanente sur ce qui nous guide vraiment là-dedans, hein, parce que ça peut être des motivations vraiment personnelles ou des motivations sociales aussi, hein, c'est-à-dire de se montrer devant les autres comme étant quelqu'un de performant, quelqu'un d'endurant. Et il y a certainement un peu de tout ça qui se mélange. Mais ce que je retiens quand même par rapport au triathlon, c'est quand même l'expérience de la souffrance qui est quand même omniprésente notamment dans les longues distances. Ce qu'on va chercher, c'est de se confronter à cette limite, de se confronter à une forme de souffrance et de montrer que finalement on est capable de l'endurer et d'aller au-delà. Et c'est en ce sens-là que le triathlon, mais comme d'autres sports de longue distance qui connaissent un essor assez impressionnant actuellement, comme le trail, l'ultra-trail, c'est en ce sens-là que cette famille de sports, elle est vraiment particulière parce que c'est pas une partie de plaisir, hein. Du plaisir, on peut en avoir au cours d'une course ou au cours d'un entraînement, mais très vite, ce qui va faire place, c'est quand même une souffrance vis-à-vis de laquelle finalement il faut combattre. Et c'est en ce sens-là que je décrirais plus le triathlon comme une expérience non pas du plaisir, comme on peut le trouver dans certains sports, mais plutôt une expérience de ce qu'on pourrait appeler la joie, hein, parce qu'on peut tout à fait opposer le plaisir et la joie. Tout simplement parce que finalement, il y a une chose assez simple, hein. Le plaisir, c'est vraiment la sensation agréable qu'on peut ressentir d'une manière assez immédiate. Quand on mange un gâteau au chocolat ou des choses comme ça, voilà, on a du plaisir. La joie, c'est quelque chose qui est d'un autre ordre. Ça, on le trouve chez des philosophes comme Spinoza ou comme Bergson ou même comme Alain. La joie, c'est plutôt le fait de se sentir plus parfait, de se sentir plus puissant. La joie, elle va résulter d'une forme de triomphe, le fait de sentir que finalement on est vivant et que la vie en soi, elle est capable de surmonter certaines épreuves. Et nécessairement, pour qu'il y ait joie, il faut qu'il y ait une adversité qu'on doit surmonter. Il peut pas y avoir finalement de joie sans qu'il y ait une forme de souffrance ou une forme de douleur de laquelle la vie dont on est dépositaire se montre capable de surmonter. Et à mon avis, c'est un peu ça qui est intéressant dans tous ces sports qui nous confrontent à la souffrance, c'est que effectivement, on se fait pas plaisir. Alors peut-être qu'on a plaisir si on prend le marathon, quand on est correctement entraîné sur le marathon, les 30 premiers kilomètres, parfois même les 35 premiers kilomètres, ils passent assez tranquillement, et tout d'un coup, la course, elle change de nature, et finalement le marathon, il dure, il est très court finalement, ça va être les 7 derniers kilomètres, où là on sent le corps qui veut plus avancer, qui va faire souffrir, qui va faire mal, et c'est là où on se dit oui mais quelqu'un d'autre que moi par exemple s'arrêterait, ou un animal par exemple, un animal s'arrêterait. Les animaux quand ils ont mal ils arrêtent, mais nous en tant qu'être humain on a cette volonté qui nous permet d'aller au-delà, et quand on va au-delà et qu'on franchit la ligne, finalement on est meurtri, on a mal partout, mais il y a quelque chose qui naît en nous, qui est cette joie, qui est de se dire, on a réussi à surmonter l'épreuve qu'on s'est imposée. Et c'est ça, à mon avis, qui est décisif. Les deux, c'est une sensation de bien-être, sauf que le plaisir, c'est du bien-être à très court terme, c'est quelque chose de très ponctuel, alors que la joie, c'est quelque chose qui va plutôt rester au fil du temps, ou en tout cas qui va durer plus longtemps. Oui, absolument. Et qui va venir en opposition à une situation plus désagréable, c'est ça ? Oui, on peut le voir comme ça. Effectivement, il y a ce critère de durée qui va rentrer en jeu. Avec une forme d'opposition, tout à fait. Et c'est ça qui montre que ceux qui ont recours à une certaine forme de dopage dans le sport, ils passent à côté de cette dimension de l'expérience. Alors c'est assez tabou de le dire, mais dans le triathlon et les sports de longue distance, il y a un usage quand même assez répandu de tout ce qui est antidouleur, hein. Ça va pas forcément jusqu'à un dopage lourd, mais prendre des ibuprofènes, prendre du Doliprane, des choses comme ça pour pouvoir tenir, finalement c'est quand même assez répandu, même quand on en discute avec des sportifs amateurs. Et ce faisant, quand on passe par ces subterfuges, finalement on ampute un peu la pratique d'une dimension, parce que la souffrance, finalement on va chercher à l'éradiquer.
Et donc cette dimension de triomphe sur soi-même va être moins présente. En plus de risquer la blessure, évidemment. Évidemment, oui. Tu veux dire que finalement, en tout cas en français, on fait une grosse erreur de sémantique quand on parle de prendre du plaisir dans la douleur de l'effort, prendre du plaisir dans l'effort. Non, en fait, on devrait parler de prendre de la joie dans cet effort, puisque à contrario de la sensation de bien-être que l'on peut ressentir, il y a aussi cette douleur qui fait que on peut pas ressentir du plaisir, mais plutôt de la joie. À moins qu'on soit sadomaso. Attention, parce qu'il y a, oui, justement, enfin, on revient un peu sur le côté sadomaso, comme tu dis, mais je pense que il y a certaines douleurs qui peuvent faire du bien. C'est un peu paradoxal, mais quand t'es par exemple dans un effort un peu intense et que tu rentres dans un état de flow, on est déjà revenu sur ce principe avec Jean Collinet qui est préparateur mental. En fait, je pense qu'à ce moment-là, on peut parler de plaisir véritablement. Et pourtant, t'es quand même en train de te donner à fond. Donc, est-ce qu'il peut y avoir à la fois de la souffrance et du plaisir? Je pense que oui. Oui, ça peut exister évidemment, hein. Et ça peut s'analyser à plusieurs niveaux. Ce que montrent les neurosciences, par exemple, la neurologie ou même la physiologie, c'est que y a un bouleversement hormonal qui se produit quand on est dans l'activité physique, hein, libération de dopamine, d'endorphine, etc. Pendant longtemps, on a cru d'ailleurs que c'était ça qui provoquait un peu l'état d'euphorie qu'on pouvait avoir dans les exercices de longue distance. Mais il y a des recherches modernes, enfin très récentes, qui ont tendance à montrer que ce serait plutôt ce qu'on appelle des endocannabinoïdes qui seraient responsables de l'état un peu d'euphorie qu'on a dans la longue distance. Et les endocannabinoïdes, c'est simplement du cannabis, hein, qui est produit par notre propre cerveau. Et finalement, courir pendant 3 heures, faire du vélo pendant 5 heures, ce serait équivalent à fumer des joints d'un point de vue purement neuronal, du point de vue de l'expérience en termes d'hormones. Ouais, alors il faut quand même préciser pour nos auditeurs que les effets sont pas tout à fait les mêmes. Je pense qu'on parle de certains effets, le côté peut-être un peu euphorique, mais après je pense que fumer des joints, ça a quand même d'autres effets en plus, d'autres effets secondaires. Ah, évidemment, il faut pas prendre le tout pour la partie ou même l'inverse, hein. Mais en tout cas, il y a cette substance qui est commune et qui va produire un effet un peu euphorisant, quoi. Oui, on dit souvent que le sport est une drogue. Alors en plus du côté addictif, effectivement, ouais, il y a ce côté euphorique, justement. On retrouve cette sensation de bien-être ou cet état de flow d'ailleurs. On y revient encore une fois. Oui, tout à fait. Ouais. L'addiction, elle est évidemment qu'on pourrait avoir au sport. Elle découle évidemment de ce processus, puisque finalement, comme on produit ces substances, on a parfois envie d'y revenir, et c'est ce qui fait que on peut être dans ce mécanisme qui ressemble à d'autres comportements où il y a une forme de dépendance. Bon, messieurs, je vous propose qu'on aille se rouler un petit joint. Non, mauvaise transition. Je vous propose qu'on fasse une petite pause pour aujourd'hui. On se retrouve demain justement pour parler encore plus de philosophie, de sport et peut-être aussi de ton ouvrage, Raphaël. Merci à vous. C'est avec plaisir que je vous retrouve demain. Yes, à demain. Super, à demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.